Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Aujourd'hui, on reçoit Charles Mouchou. Charles est le fondateur de Prompt Machina, une entreprise qui t'aide à optimiser ton entreprise grâce à l'IA. Avec Charles, on va parler de prompt engineering, donc le message qu'on envoie euh, à ChatGPT et comment on peut l'optimiser pour arriver à un résultat qui est efficient et qui te donne les bons résultats. Parce que quand on commence à utiliser l'IA, moi-même, j'ai eu du mal au début. On envoie des messages, on ne reçoit pas la bonne chose, on ne reçoit pas le résultat escompté et on pense que ça ne fonctionne pas quand en fait, il y a un travail à faire de notre côté pour rédiger les messages d'une certaine façon. On va passer à travers un cas concret pour rédiger des messages LinkedIn. Moi-même, j'ai eu du mal à le faire au début, mais Charles va nous parler d'un processus itératif pour arriver à des bons messages avec un certain style. Par la suite, on va plonger dans un cas euh, concret d'automatisation du service à la clientèle d'une entreprise grâce au modèle GPT. Maintenant, si toi, tu as envie d'optimiser ton entreprise, de construire une application maison avec les modèles GPT ou une intégration API, contacte-moi. Tu peux venir prendre rendez-vous avec moi. On va jaser de ton idée et de comment on peut la transformer d'une idée en la réalité. Donc, visite le kebgpt.com pour prendre rendez-vous avec moi. Et sinon, je vous dis bon épisode. Bonjour Charles, comment ça va? Salut Charles, et bah écoute, ça va super bien. Écoute, pour tomber directement dans le sujet, j'aimerais te poser la question suivante. Qu'est-ce qui a changé le plus depuis novembre, depuis que ChatGPT a sorti dans ta vie pro, dans ta vie perso? Comment tu l'utilises? Ouais, c'est le temps gagné. Je trouve que en fait, c'est un levier qui est assez impressionnant sur plein de tâches. Je pense qu'on pourra développer plus tard, mais c'est vraiment le temps économisé. Et également, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cet outil met en exergue quand même assez souvent notre incompétence sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que je trouve que c'est assez fou à quel point on peut se rendre compte qu'on est nul sur un domaine qu'on est en train d'exécuter parce qu'on n'arrive pas à le rationaliser et que, en fait, la vraie compétence, c'est de réussir à rationaliser les processus pour pouvoir les transmettre à l'IA. Et c'est là où on gagne vraiment un temps fou. Et moi, ma petite théorie là-dessus, c'est que les personnes qui vont tirer le meilleur parti de l'IA, c'est les meilleurs managers et les meilleurs coachs. Parce qu'en fait, tu coaches l'IA constamment pour Ouais. pouvoir l'utiliser correctement. Ah, ben c'est clair, hein, même on le voit en programmation, on devient en fait des managers de l'IA. On doit lui demander exactement ce qu'on veut pour que ça fonctionne. On peut tomber dans le bain du prompt engineering. Je pense que ça nous amène un petit peu là. Et Ouais. justement, être capable de bien communiquer en tant que manager, ça revient un petit peu à faire du prompt engineering. Euh, comment tu approches le prompt engineering? Puis peut-être que tu peux expliquer pour des gens qui ne connaisseraient pas c'est quoi le prompt Ouais. engineering. Ouais, bah d'ailleurs, j'ai fait un sondage parce que dans ma com, en fait, je ne sais pas s'il faut que je parle de prompt engineering, car c'est un terme technique. Et tu vois, typiquement, si par exemple en proposition de valeur, je t'aide à scaler ta boîte grâce au prompt engineering, il y a quand même deux termes techniques qui sont le scale et le prompt engineering. Et donc, du coup, c'est possible que les gens ne pichent pas trop ce que je fasse. Cela étant dit, le prompt engineering, en fait, c'est l'art, la discipline, la science. On peut parler de science car il y a des groupes de recherche qui font vraiment des recherches sur comment ça fonctionne, sur comment faire des requêtes au LLM, pas seulement à ChatGPT, donc au LLM plus largement. Typiquement, dans les labs de recherche, ils testent donc sur plusieurs modèles, GPT-3, Palm, Claude, tous ces modèles-là, et ils évaluent en fait sur des structures de prompt, sur des méthodologies pour créer des requêtes, les résultats par rapport à plusieurs problématiques, notamment la grosse problématique des LLM, c'est le raisonnement logique, où il y a eu beaucoup de vidéos qui tournaient comme quoi ils faisaient des erreurs sur des multiplications qui étaient assez simples. Et grâce au prompt engineering, typiquement, on peut résoudre ces problèmes-là. Et en fait, du coup, moi, comment j'approche le problème? J'essaie de réfléchir
OK, c'est quoi la tâche exacte que je veux faire? Il faut fixer l'objectif clairement dans sa tête dans un premier temps. Si par exemple, on va prendre un exemple assez concret. Moi, le gros sujet, c'était les posts LinkedIn. Donc, tu vois, par exemple, j'ai fait des recherches presque pendant 2 semaines pour trouver exactement comment ça fonctionnait. Et il faut vraiment poser ça comme un algorithme, mais même en programmation. C'est-à-dire que il faut comprendre quelles sont les variables que je vais devoir moi ajouter pour donner du contexte. Il y a deux types de variables. C'est les variables qui vont changer par rapport à la situation. Tu vois, si tu prends un post LinkedIn, typiquement, tu as le sujet, la tonalité, et également, tu as une variable un petit peu plus globale, c'est où est-ce que tu en es dans ton expertise de rédaction en post LinkedIn. OK. Et ça joue beaucoup. Typiquement, moi, le problème que je m'étais posé, c'est OK, je suis une personne qui ne sait pas écrire, qui est très très mauvais en rédaction, qui a seulement une idée et qui n'a pas de personal brand. OK. Et donc, il faut trouver un prompt qui va réussir à résoudre ce problème-là. Faut vraiment, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment avoir une façon de penser orientée résolution de problème et penser, en fait, chaque tâche comme un problème à résoudre pour trouver justement les variables et la logique derrière euh, comment on va ajuster ces variables dans le prompt pour résoudre le problème. Typiquement, le post LinkedIn, ce que j'avais trouvé, c'est que donc ça fonctionne qu'avec GPT-4 parce que GPT-3, enfin, on peut le faire avec GPT-3, mais c'est plus compliqué à faire. En fait, il faut vraiment décomposer le processus. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment que le processus soit extrêmement clair pour toi. Et dans un premier temps, tu vas vraiment chercher à, OK, quel est le processus détaillé pour résoudre cette tâche-là. Donc là, par exemple, sur le cas que je viens de citer, donc le post LinkedIn, dans un premier temps, en fait, tu vas expliquer à GPT-4 qu'est-ce qui va se passer durant cette conversation. Donc, je lui dis, étape 1, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me poser des questions comme si tu étais un ghostwriter. Tu vas me poser des questions sur ma vie. Toi, savoir qui je suis, mes valeurs, toutes ces choses-là. Dans le but d'écrire par la suite des posts LinkedIn. OK? Donc là, D'accord. je vous donne la première étape avec l'objectif final. Ensuite, je lui explique, je vais te donner un exemple de post. Ce post-là, tu vas analyser la structure. Toi, donc, comme je pars du principe qu'il ne sait rien faire, il faut qu'il analyse la structure de façon à ce qu'en fait, en inconscient, dans ton esprit inconscient, enfin dans son esprit inconscient, on va dire, je mets des grandes guillemets sur l'esprit inconscient parce qu'il n'en a pas, il est en fait ces données-là pour rédiger le post après. OK. Donc je lui donne le post, il analyse le post, et ensuite ce que je vais lui dire, c'est à partir des infos que je t'ai données en répondant aux questions de la première partie et de la structure du post que je t'ai fourni, tu vas me fournir des idées qui mettent en relation la structure et ce que je t'ai fourni. Là, il va me générer un batch d'idées et je lui dis en imitant la structure, le style, la tonalité du post, tu rédiges les idées XXXXX. Et en fait, vraiment, la réflexion, c'est OK, dans un processus, si je suis un esprit complètement vierge avec beaucoup de culture et une certaine capacité à générer enfin, à raisonner et à générer de la connaissance, comment je fais pour créer un processus qui me permet d'aller d'un point A à un point B et qu'est-ce que j'ai besoin entre le point A et le point B pour, comme élément et connaissance pour aller de cet élément à un autre. Ouais, je pense que ton exemple est très, très bon parce que, à la base, si tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes, écris-moi une publication LinkedIn sur le sujet X, Y, Z. Moi, Ouais, par expérience, il va te créer un truc hyper nul. Genre, ouais, ça va commencer par cher réseau avec un truc un peu comme ma mère pourrait écrire sur LinkedIn. Et c'est pas du tout ce que je veux et ce que je vais poster. Et si tu t'arrêtes là, ben, tu peux te dire ouais. ChatGPT ne fonctionne pas pour ça. Ce que tu viens de décrire, en fait, c'est un processus pour rentrer dans une discussion exactement comme tu dis que tu aurais fait avec un ghostwriter. Ce qui fait que tu vas aller donner des données au final à l'IA pour qu'elle soit capable de faire son travail final. Puis pour donner des petits tips aussi aux gens, j'ai eu des meilleurs résultats en donnant des tons d'artistes connus. Ryan Reynolds, il va faire souvent des genres de blagues.
du coup, tu dis, prends un peu ce style-là et ça va plus être dans ma tonalité personnelle. Puis je pense aussi que mettre des posts ou des publications que tu aimes d'autres gens pour prendre le style ou celle que toi a bien fonctionné, ça peut être super utile. Non, très bon Bah, exemple. pour revenir là-dessus, il y a aussi le fait que, en fait, donc là, l'exemple de prompt que j'ai donné, c'est ce qui s'appelle en fait un méta-prompt. C'est-à-dire que tu vas concevoir la conversation avec ChatGPT pour résoudre un problème. Un autre truc à savoir, c'est qu'en fait, chacun des prompts que tu vas lui faire des questions, tu peux le transformer en un autre type de sous-prompt. C'est-à-dire que le méta-prompt, c'est un enchaînement de prompts, et après, t'as des techniques de prompt pour un seul prompt. Typiquement, il y a le few-shot prompting. C'est en fait, tu vas lui donner des exemples pour un petit peu entraîner le modèle à, à être biaisé d'une certaine façon et qu'il imite un style. Ça, GPT-4, il est hyper fort pour le faire. GPT 3.5, via l'API, j'avais trouvé une technique. C'est que en fait, tu fais une conversation, ou alors, moi, l'exemple que j'avais fait pour faire ce truc-là, c'était pour écrire des descriptions de vidéos YouTube. Je voulais imiter la tonalité d'un YouTuber parce que j'aimais pas écrire ça, je savais pas Ouais. comment le faire. Et un des processus pour apprendre à faire quelque chose, c'est l'imitation. Et en fait, ce que je fais, c'est que donc il y a deux types de vidéos. Donc le YouTuber, c'est Yomi Denzel. Et j'ai pris deux descriptions de vidéos. Une vidéo, c'est les 8 techniques de, de stoïcisme ou un truc comme ça. Et la visite de mon appart à 4 millions. Ce que je fais, c'est que je lui dis, écris-moi la description d'une vidéo YouTube sur les 8 meilleures techniques du stoïcisme. Et je copie-colle la description. Ensuite, je remets un message, je lui dis, waouh, super description. Parce que, bon, a priori, de ce que j'ai compris dans l'algorithme, c'est qu'il a quand même un système de récompense quand il voit oui, c'est bien. Du coup, il va comprendre que vu que c'est bien, il faut qu'il réponde plus de cette façon-là. Oui, c'est bien, c'est super bien ce que tu as fait. Maintenant, écris la description d'une vidéo YouTube sur la visite de mon appartement à 4 millions. Je copie-colle la description. Et là, ensuite, ce que je vais mettre, c'est écris la description d'une vidéo YouTube sur X sujet qui a X plan. Là, je mets donc les variables, tu vois, pour n'importe quelle vidéo. Et en fait, ça va imiter le style des trucs précédents. Ouais. Non, Et donc, ça, c'est une technique de prompt spécifique que tu ouais, peux mettre. le few shot learning, c'est hyper puissant dans le temps, genre en 2022. Quand on voulait faire ce genre de processus-là, il fallait vraiment soit fine-tuner un modèle, soit entraîner un modèle, pas nécessairement de zéro, mais l'idée, ça a été de donner jusqu'à 100, 200 exemples de ton résultat pour être capable d'entraîner un modèle ou de fine-tuner pour arriver au résultat. Mais comme toi, j'ai vu pour donner un exemple un peu plus très différent, là, mais tu sais, je construisais un système pour analyser des factures clients. Et avant, j'aurais dû en donner une centaine ou 200. Et aujourd'hui, j'ai pu mettre un résultat, l'input dans un prompt, l'output que je voulais une fois. Et après ça, je lui disais des instructions comme va chercher la date, le client, toutes les instructions avec une fois l'input, une fois l'output dans le format que je voulais aussi, un format JSON très spécifique. Et bang, ça a fonctionné. Et ça sauve un temps complètement fou pour le développement. Puis dans ton cas, c'est un peu la même chose. Là, si tu avais eu même à en trouver plus. Parfois aussi, c'est que tu n'en as pas plus si tu aimes ces deux descriptions-là de vidéos, peut-être que le YouTuber, il n'y en a pas des centaines de bonnes descriptions. Si, Donc, si, après, bah, il y a quand même un truc qui est assez important, c'est qu'il faut trier les informations. Typiquement, j'avais testé cette technique-là pour imiter le style d'un copywriter LinkedIn. Et en fait, si par exemple, tu prends un badge de 10 posts LinkedIn et qu'il y a 3 structures différentes, tu peux créer de la confusion dans le modèle. Et ouais. c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas utiliser les exemples que tu lui as donnés. Donc, il faut vraiment être très structuré sur se dire, bah, je veux faire un post avec cette structure-là, dans ce style-là. Si tu lui Ouais. donnes 3 styles différents, bah, en fait, ça va servir à rien et ça va le brouiller. Ben, comme à un humain, hein, si tu avais donné trois structures complètement différentes, ben là, on n'est plus sûr quelle structure. Des fois,
faire un mix, c'est pas gagnant. Mm. Ouais, exactement. Et c'est vraiment ça où il faut faire attention. Et donc voilà. Et sinon, t'aides les entreprises à utiliser ce genre de technologie-là. Peux-tu nous parler un peu du processus qui peut être aidé et comment ça peut aider des entreprises à faire le saut avec l'intelligence artificielle? Ouais, je pense que pour comprendre ça, alors j'essaie de travailler à expliquer ça correctement. Et je vais raconter un peu mon histoire avec le machine Ben ouais. learning pour peut-être comprendre. Donc moi, les premiers contacts que j'ai eus avec l'IA, le machine learning, ça devait être en 2020, où en fait je travaillais dans une agence d'impression. Et ce que je voulais, c'était automatiser des processus. Et donc, il y a deux façons d'automatiser, on va dire. C'est soit tu fais un algorithme en code qui arrive à se mettre sur le processus pour l'automatiser, soit en fait, tu développes un algo de machine learning pour une tâche extrêmement spécifique et où tu ne comprends pas exactement, une fois que le modèle est entraîné, comment ça va être fonctionné. C'est-à-dire que tu ne peux pas coder chaque neurone dans le réseau pour dire bah, il fonctionne de telle façon. Tu codes le réseau de neurones, tu mets les données et tu as une sortie. Par exemple, analyser une facture. Tu devais coder un algorithme spécifique pour analyser ce type de facture et avoir telle sortie en JSON. OK? Ouais. Le shift à comprendre, c'est que là, les modèles qu'on entraîne, notamment donc les large language models, bon, en prononciation n'est pas terrible, mais bon, on comprendra. Je sais Euh, pas la traduction, une petite aparté. Nous, on dit les c'est grands modèles de langage, mais je sais pas si c'est. ouais, c'est grand modèle de langage. Ouais. On aime bien au Québec se faire les traductions. Mais continue sur ce genre Et, de type de modèle, ouais. et en fait, on est passé donc de modèles qui font une tâche, d'entraîner des modèles qui font une tâche, à entraîner des modèles où la concentration se fait sur l'émergence de comportements. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui développent ces modèles ne peuvent pas prédire ce que les modèles vont faire. OK? Euh, les large language models, on comprend que en fait, ça va prédire le prochain mot, mais en Ouais. fait, cette résolution de problème précise peut être appliquée dans une gamme de tâches extrêmement large. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit beaucoup et ce dont on a parlé, c'est par exemple générer du contenu. OK. Sauf que on peut analyser aussi, par exemple, un CSV. Tu lui donnes un CSV, tu lui dis c'est un CSV, je veux comprendre X choses sur ce CSV, il va t'expliquer. Parce qu'en fait, finalement, analyser un CSV et expliquer ce qu'il y a dans un CSV, c'est quoi? C'est prédire le prochain mot. Il y a énormément de tâches qui sont résolues par ce problème. Maintenant, la chose à comprendre, c'est, OK, qu'est-ce que l'IA peut faire? Il y a trois grandes tâches pour moi. C'est générer du contenu, de la connaissance, du texte. Donc, par exemple, faire des emails, faire des posts LinkedIn, des articles, euh, éditer de la connaissance. Là, je suis en train de travailler sur une méthode où, en fait, tu crées une structure de données qui structure de la connaissance. Et après, en fait, ces connaissances-là, tu les mets dans une machine et ça crée du contenu en automatique, tu vois. OK. Donc, c'est vraiment édition, création de contenu, on va dire, de texte. Ensuite, tu vas voir l'analyse. Elle est capable d'analyser du contenu. Donc, on disait CSV, code, tout ce qui est textuel, elle est capable d'analyser. Là, on commence à voir les images, notamment avec les modèles que Meta a sortis. J'ai plus exactement, je crois que c'est OpenBind ou un truc comme ça, où ils ont sorti un modèle qui est capable d'analyser un texte, une image, de savoir exactement ce qu'il y a sur l'image, de savoir en entendant un son à quoi ça ressemble. Euh, donc, analyser. Et trois, c'est prendre des décisions. Parce que, en fait, typiquement, donc, c'est tout ce qui est dans comment dire, dans l'agent. Tu vois, par exemple, si on réfléchit au processus si on réfléchit au processus de
comment je dois me positionner? Comment je dois me positionner dans mon entreprise? Quand je réfléchis à ce processus-là, il faut que je me dise, OK, il faut que je trouve un moyen d'être hors compétition, de créer ce qu'on appelle un océan bleu. Donc là, l'IA, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut créer une liste de tâches où elle va faire des choses, où tu vas lui donner des outils. Donc ça, c'est les agents, où tu vas lui donner, par exemple, l'outil aller scraper le web. Et en fait, le LLM va choisir par rapport à cette tâche-là, quelle est euh, la meilleure option à faire. Aller scraper le web, lire le contenu qu'on a scrapé sur le web, et ou à partir du contenu qu'on a scrapé, générer du contenu. L'IA, elle peut décider, bon, bah, je vais scraper. Qu'est-ce que je dois aller scraper? Qu'est-ce que je dois taper dans Google? Je dois taper comment créer un océan bleu, tu vois. Et ça, en fait, du coup, elle peut prendre des décisions Ah non, dans un processus. tu sais, en novembre, je me disais, ouais, OK, ChatGPT, ce modèle-là, c'est hyper bon, ça peut faire des trucs. Mais maintenant, avec justement l'ajout d'outils, ça peut prendre la forme d'un plugin qu'on peut utiliser sur ChatGPT, mais on peut aussi en créer nous-mêmes de ces outils-là. Et ça peut être des outils à l'interne. Tu as parlé d'aller scraper Google, mais ça pourrait être aussi simplement aller utiliser un outil à l'interne très, très spécifique pour faire une tâche et elle peut prendre cette décision-là. Je pense que c'est ça l'avenir, puis c'est là qu'on s'en va. Ça va être complètement fou avec ces outils-là. Ouais, et là, ils ont sorti. Alors, je crois pas que ça soit GPT-4, ou je crois que c'est une version fine-tunée de GPT-4. Ils ont sorti OpenAI un papier de recherche où en fait ils ont introduit un truc qui s'appelle la Library, enfin Skill Library. Donc c'est une librairie de compétences. En fait, ils ont entraîné un modèle à jouer à Minecraft. Ouais, Et en fait, un des processus qu'ils ont fait, c'est-à-dire, par exemple, pour obtenir une pioche en diamant, l'IA donc fait le processus et en analysant le processus, elle fait un code qui va permettre d'atteindre cet objectif. Et du coup, en fait, si un jour dans son processus qu'elle s'est noté dans sa chaîne de processus qu'elle a fait, que c'est marqué qu'il faut une pioche en diamant, en fait, elle est capable d'aller prendre le code qu'elle a généré elle-même pour faire plus vite la pioche en diamant plutôt que de repasser par tout le processus de chercher comment faire la pioche en diamant. Tu vois? ouais. Et du coup, bah, en fait, elle est capable de construire maintenant en code des blocs de compétences. Et bah, ça n'a pas encore été trop fait, et puis enfin, ça demande certains moyens, mais typiquement, les tools, tu peux connecter à des API ou même à des outils qui sont dans le réel, genre avec le protocole MQTT, tu peux lui dire, bah, ce truc-là permet de faire bouger le bras de telle manière, tu vois. Ouais. Ça, c'est possible. Et bon, après, le problème avec tout ce qui est dans le réel, c'est sa capacité à percevoir. Et vu que GPT-4, là, la, la façon dont il est accessible, il n'y a pas la vue, et notamment bah, la vue en temps réel. Tu pourrais pas faire bouger un bras typiquement, puis Ouais. ça doit demander des puissances de calcul qui sont pour le moment un peu compliquées à obtenir. Moi, ce qui m'avait le plus surpris avec les outils, les tools, quand tu veux les intégrer au LLM, c'est que tu dois donner la description de comment l'utiliser en texte. Du coup, littéralement, tu vas dire, par exemple, le premier cas utilitaire pour ça, c'était la calculatrice, par exemple, parce qu'on sait que, bon, qu'il n'est pas extrêmement bon à faire des calculs complexes, par exemple, bon, si tu voudrais faire la circonférence d'un cercle ou j'en sais rien. Et du coup, tu peux lui dire, tu n'es pas très bon en mathématiques. Si tu as un problème mathématique, utilise tel outil pour le faire. Et quand tu vas lui poser un problème mathématique, littéralement, il va aller utiliser l'outil et du moins, je ne comprends pas nécessairement qu'est-ce qui se passe sous le moteur pour qu'ils comprennent à ce moment-là d'aller chercher l'outil, mais c'est quand même fou. Puis comme tu dis, considérant que c'est en plus du texte, potentiellement, qu'il pourrait aller se connecter à d'autres outils lui-même. Puis ça me fait penser à AutoGPT. GPT, as-tu essayé AutoGPT? Ouais, alors ouais, j'ai fait des tests, mais AutoGPT, je suis pas bien convaincu du délire en fait.
Non. La raison, en fait, elle est vraiment très très simple. C'est que tu délègues la science du processus à l'outil. Et pour moi, une entreprise, c'est une agrégation de processus. Et si tu délègues ce truc-là, bah, en fait, tu vas tendre vers la moyenne et tu vas pas dégager de valeur. Ouais. Donc, AutoGPT et le delta de contrôle sur les processus qu'il génère, il est trop faible. C'est-à-dire que tu vas lui dire, tu auras beau lui expliquer que pour écrire un article, il faut qu'il fasse ça, 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 ça. Il va partir en steak et il va faire n'importe quoi. Et au bout d'un moment, il va faire n'importe quoi et il va partir dans une espèce de boucle infernale de n'importe quoi et il va pas réussir à le faire. Et typiquement, c'est pas. Enfin, et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle, il est pas fait pour ça. Le modèle, il est fait pour générer du texte et en fait, entre deux complétions, il n'a pas le contexte. Il n'a pas, enfin, il a pas le contexte de la première complétion dans la deuxième. Et donc, du coup, il n'a pas de conscience en fait de l'environnement dans lequel il évolue. Ouais, puis même, tu vois, ça a été quoi, un gros 2 semaines que tout le monde disait Ouais, c'est fini, tout ce qu'on va faire, ça va être des GPT. Mais au final aussi, un problème, ça fait quelques fois que j'en parle sur le pod, mais si tu fais une tâche, si tu es capable de faire une tâche à 90%, puis là, t'en mets en chaîne 20, ben 90 pour 90, tu vas tendre vers un drift ouais. ça va pas être bon, là, du coup. C'est pour ça que, comme un peu la méthode que tu as parlé au début pour créer un post LinkedIn, forcément, tu n'aurais pas pu faire ça avec AutoGPT parce que tu interagis et tu vas aller le tirer dans la bonne direction à chaque fois. Puis quand il y a un bon comportement, tu vas le renforcer. Quand il y a un mauvais comportement, tu vas le dire aussi. Puis c'est exactement ce qui n'est pas là dans le modèle aujourd'hui. Puis pourquoi on n'en parle plus vraiment de cette tech-là. Ouais, bah, il sait pas se cadrer en fait correctement. Et enfin, c'est intéressant quand même, AutoGPT à essayer de comprendre, parce que la thèse, c'est quoi? C'est je génère des tâches. À partir des tâches, j'exécute la première. À partir du résultat de l'exécution de la première, j'analyse si c'est correct par rapport à l'objectif. Et si ce n'est pas correct, bah, du coup, je remets des tâches pour atteindre l'objectif. Sauf que le problème, c'est supposer que faire une tâche, c'est un système compliqué et pas complexe. C'est quoi la différence entre un système compliqué et complexe? C'est que compliqué, les étapes ne sont pas interdépendantes. Tu vois, par exemple, euh, là, le podcast, c'est un système complexe. C'est-à-dire que quand je vais dire une phrase, la phrase 2 sera dépendante de ce que j'ai dit avant pour comprendre la phrase. Et du coup, c'est pour ça que AutoGPT ne fonctionne pas. C'est que ça supposerait que faire quelque chose, c'est une tâche compliquée et pas une tâche complexe. Or, c'est une tâche complexe. Et également, c'est ne- c'est supposé que AutoGPT, quand tu lui donnes un objectif, il va avoir tout l'inconscient d'un expert qui va exécuter cette tâche. Tu vois. Ouais. Et en fait, il y a énormément de, d'informations inconscientes et de réflexes que nous, on a, qu'il faut expliquer à l'IA pour qu'elle fasse une tâche correctement. Et vraiment, être prompt engineer, c'est vraiment ça, c'est rechercher quelles sont toutes les parts d'inconscient dans une tâche pour pouvoir l'expliquer à l'IA pour qu'elle le fasse correctement. Ouais, puis c'est bon que tu. J'allais te ramener là si tu le faisais pas toi-même, mais oui, mais c'est ça, hein. Puis c'est pour ça que si tu donnes peu de contexte ou si tu mets un petit prompt, peu de data, peu de données, peu de contexte, ben ça sera pas bien. Les gens qui sont. C'est facile d'être pessimiste en essayant les LLM, en essayant ChatGPT de la mauvaise façon, puis un peu comme j'imagine AutoGPT le fait. Euh, As-tu d'autres, pour en revenir justement aux entreprises, qu'est-ce que tu penses qui est un peu en anglais, le low-hanging fruit, là? Qu'est-ce qui est le plus simple pour eux à automatiser parmi les trois
grandes catégories, disons, que tu as discuté, que tu as parlé de création de contenu, d'analyse et de la troisième. Euh, c'est une question qui est compliquée dans la mesure où ça sous-entendrait que les entreprises, dans chacune de leurs tâches, soient au même niveau de compréhension de comment ils prennent des décisions, comment ils analysent quelque chose et comment ils génèrent du contenu. Euh, Après, dans les faits, je pense que le truc le plus simple, je crois que la tâche la plus simple à faire, c'est par exemple automatiser la réponse aux emails. Euh, Ça, pour le coup, tu prends Make, tu connectes ton compte Gmail, tu mets un GPT-3, un prompt à peu près correct, et tu peux répondre à peut-être 60%, 70% des emails, bah, notamment les supports clients. Ouais, Les supports clients, c'est c'est une grosse perte de temps, typiquement répondre aux emails sur des questions que tu réponds toujours, auxquelles tu réponds toujours. Et typiquement, bah, l'automatisation, elle n'est pas hyper complexe à faire. C'est-à-dire que tu reçois un mail, tu as un prompt avec une variable de contexte. Et en fait, cette variable de contexte est remplie par rapport à une base de données vectorielle. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, j'ai l'exemple d'un formateur en ligne. On prend l'exemple d'un formateur en ligne dans le jardinage. Ok. Il a développé toute une méthodologie spécifique pour planter des carottes. Ok. Si tu demandes à l'IA, tu vois, par exemple, tu as un de ses clients qui va lui envoyer un message. Oui, bonjour, alors j'ai pas trop bien compris la partie X du cours pour, je sais pas, faire les trous pour les carottes, parce qu'il a une méthode spéciale. Ok. Si tu mets pas la base de données vectorielle, donc la connaissance qui va être emmagasinée un petit peu en mémoire de l'IA, bah, l'IA elle va dire bah, écoute, je connais pas cette méthode, mais pour planter des carottes, tu peux faire ça. Et ça se trouve, ça va être totalement l'opposé de ouais, ce que la méthode enseigne. Alors que si tu lui donnes la base de données vectorielle, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va prendre le message, il va faire une requête à la base de données vectorielle et va donner du contexte pertinent dans le prompt pour que l'IA puisse répondre correctement. Et là, du coup, bah, tu peux vraiment automatiser. Bah, franchement, sur ce qui est juste de l'information pure, tu peux automatiser tout ton support client. Tu peux créer même des mini-conseillers avec des connaissances. Et ouais. après, pour aller plus loin, typiquement, là, on travaille sur un projet de réservation. Et bah, tu mets un agent justement qui prend la décision selon le message d'aller chercher dans une base de données quelles sont les réservations disponibles. Tu vois. Et Pour du faire un coup, peu. Ouais, vas-y, ouais, continue. le processus, c'est tu as le message. Donc la personne arrive, on va faire une conversation à deux étapes où tu as une où tu as besoin d'aller chercher des informations via l'API et une où il n'y a pas besoin d'aller chercher via l'API. Première étape, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Ok, on fait de la réservation de vol en ligne. Là, le modèle derrière, en back, dans la logique, ce qu'il va faire, il ne va pas aller chercher des informations. Parce qu'en fait, il a détecté qu'il n'y a pas besoin, il n'a pas demandé Ouais. de faire ce truc-là. Ça, tu peux le coder dans l'application. Et là, après, ah, ok, super, je recherche un vol pour telle date et tel machin. Et là, en fait, il va utiliser l'outil de Call API pour aller chercher les informations, retourner dans le message et lui dire, bah, on a tel vol, tel vol, tel vol, tel vol. Et on peut aussi lui demander, par exemple, la technique, c'est de reformater la réponse sous forme de JSON. Comme ça fait un JSON avec un tableau. Il peut cocher dans le chat et réserver son vol directement. Et tu as un chat qui est design, fluide pour faire le truc. Ouais, pour faire du pouce sur. Non, c'est clair que ce use case-là, je pense que tout le monde va avoir ça bientôt, là, si tu veux qu'on ait une pizza dans le chat. Pour faire un peu de pouce sur customer service, le service à la clientèle, j'ai analysé, j'ai un client qui vend des saunas en ligne. Il y a un chat depuis plusieurs années. Il y avait à peu près, je pense, plusieurs centaines de milliers de messages avec le chat. On a pris cette donnée-là, on a créé des regroupements de grandes questions. Là, justement, quand tu vas sur le site puis tu vois les frequently asked questions, ben là, Ouais. concrètement, on les a trouvés à partir du data. Et ce que tu mentionnais, c'est que, en fait, l'idée, c'est que ces modèles-là ont
une mémoire bon, dans leur système, mais ce n'est pas ta mémoire à toi, puis ce n'est pas les façons que toi, tu veux répondre. Donc, si tu faisais simplement répondre de manière à ChatGPT, ça ne répondrait pas à la question concrète de ton entreprise. Donc, on a pris les réponses et là, on peut les mettre dans une base de données vectorielle, comme tu parlais. Une base de données vectorielle va te permettre d'aller chercher sémantiquement la bonne réponse, un peu comme quand on fait une recherche sur Google à partir de la question du client. Et là, comme tu disais, on pourrait avoir peut-être 10 grandes questions qui sont facilement répondues par le modèle. Et tu pourrais même dire au modèle, si ce n'est pas dans ces 10 questions-là, pousse-le au service à la clientèle. Donc, peut-être 80% des messages vont être répondus automatiquement avec ta base. Et derrière, ben, tu pourrais répondre aux autres questions pour pas non plus que le modèle dise des conneries. Mais ça, je pense que c'est des trucs hyper, ben, pas hyper simple, mais assez simple à comprendre, assez simple à mettre en place et qui peut avoir des grandes répercussions sur ton entreprise parce qu'un mauvais service à la clientèle, Mm. c'est très dommageable pour ton entreprise. Ouais, et Euh, puis maintenant, avec les solutions no-code, vraiment, c'est plus si compliqué que ça ouais. à faire. Bon, enfin, si, il faut quand même une expertise. Mais pour le développer avec les outils no-code, il faut comprendre comment tous ces outils fonctionnent. Mais je veux dire, c'est plus comme. Ouais, non, enfin, C'est c'est moins pas. cher que Ouais, développer sur mesure une application ouais, pour exactement. chacun des besoins. Exact. Tu parlais de services pour la réservation. As-tu d'autres cas d'utilisation qui viennent en tête pour des entreprises qui seraient à l'écoute, qui seraient dans ce genre de service-là ou dans ce genre d'industrie-là pour des automatisations qu'ils pourraient faire? Ouais, bah, typiquement, il y a un cas qui est assez récurrent, puis il y a déjà des logiciels qui existent, mais c'est le résumé et la planification d'actions suite à une réunion, Ouais. où en fait, ça va enregistrer la réunion, ça va prendre le texte, ça va te le résumer en plusieurs critères, je sais pas, actions à faire, actions faites, actions en cours, et ça peut te générer un petit résumé, et même pour les systèmes les plus performants, ça peut carrément changer ton outil de gestion de projet, où ça va modifier les tâches en temps réel. Ça, c'est aussi Ah ouais, ça complètement pourrait le possible. pousser dans Jira ou ces outils-là. Même Ouais, pour faire ouais. un peu de pouce là-dessus, personnellement, pour les podcasts, je prends le transcript. Là, je le segmente parce il va être trop long pour le mettre dans un prompt, mais je vais le segmenter en morceaux qui vont fitter. Je vais dire d'aller faire le résumé, puis en tout cas, plusieurs itérations pour arriver avec un petit résumé. Et là, mon objectif, c'est de créer la description du podcast, un peu comme tu parlais au début pour les Ouais. vidéos YouTube, mais automatiquement, en fonction de ce qu'on a parlé, ça va le générer tout seul et c'est pas si compliqué à faire. Puis comme tu dis, ça pourrait être après ça automatiquement poussé vers le podcast et vers YouTube pour créer la vidéo. Et ça peut être fait aussi dans l'entreprise. C'est soit pour des meetings généraux à l'interne, mais ça peut être aussi pour des meetings de vente. Souvent, les vendeurs ne vont pas, les commerciaux ne vont pas rentrer les informations dans le CRM de la bonne manière. Puis un, un- ça peut être un grand gain de productivité ou juste pour populer la base de données client. Ouais, mais la vente, c'est un métier qui va prendre très très cher, hein. Enfin, moi, enfin, il y a plusieurs idées, enfin, enfin, ouais, idées de prévision sur ce que l'IA ne va pas changer. Et une des grandes idées, c'est que l'IA ne va pas changer les métiers de relation. Et franchement, je suis pas du tout optimiste là-dessus. Il y a déjà des projets qui existent. Bah, j'imagine que tu connais LangChain. Ouais, bah ouais. Donc, c'est J'utilise LangChain tous les jours. ouais, C'est mon application, c'est mon package Python préféré. ouais, il est incroyable ce truc. Mais il y a un projet qui s'appelle SageGPT où en fait ils ont codé un agent commercial, on va dire. C'est un chat qui est programmé pour vendre. C'est-à-dire que tu peux le mettre dans un entretien de vente. On peut imaginer voilà, un chatbot avec une base de données vectorielle sur toutes les informations produits Ouais. qui va expliquer
comment et s'adapter selon la personne en face à, euh, à vendre. Et aussi, on peut imaginer qu'on peut fine-tuner le modèle pour qu'il ait des réponses où il s'adapte mieux à certaines réponses et optimiser ça. Et typiquement, bah, franchement, tu vois, si tu as un chat assez performant, le truc à comprendre, c'est que l'humain va toujours au plus court. OK? Donc, si tu pars de ce postulat-là, c'est-à-dire que prendre rendez-vous avec quelqu'un, aller au rendez-vous, faire le rendez-vous en physique, euh, bah, du coup, ça prend du temps, tu as de l'attente. Alors que si tu as un chat avec qui tu peux rapidement avoir des informations et qui te fasse une propale à la fin, euh, tout le monde dit oui, mais non, c'est pas humain, on a besoin de la relation, machin, je sais pas quoi. Récemment, il y a quand même un mec qui s'est suicidé parce que son chatbot ne lui répondait pas comme d'habitude. Donc, tu vois, enfin, je sais pas comment dire, il y a ce que les gens disent et il y a les faits. Ouais. Et franchement, dans les faits, je pense que les métiers de relation, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Il y a beaucoup de métiers qui vont changer. Je pense que les seuls métiers qui vont survivre correctement dans le digital pour le moment, ça va être les métiers de management, d'organisation et un peu d'architecture d'entreprise Ouais. et les experts, c'est-à-dire un peu, je sais pas comment dire, mais data scientist de ta compétence. Tu vois, typiquement, si on reprend l'exemple du vendeur, une personne va être experte en vente et va analyser comment le chatbot vend et va créer des sets de données pour l'entraîner et le Ouais. rendre plus optimal et plus performant. Par exemple, ouais, comme comprendre, OK, dans ce cas-ci, quand il vend à tel type, à tel profil de client, ça ne fonctionne pas. Du coup, on va aller chercher des exemples de vente, de discussion client où ça a fonctionné. On va en enlever d'autres, on va faire un peu de nettoyage de données. Ouais, c'est clair. Puis même comprendre, c'est ça, les grands concepts de la vente. Donc, Ouais, il faudra bien comprendre. Puis, j'étais assez d'accord avec toi. Là. Je ne sais pas si ça a un lien avec GPT-4, là, mais j'arrête pas en ce moment de recevoir des cold emails sur ma boîte courriel de vente, justement. Là. Beaucoup plus ok. qu'il y a 6 mois. Je me demande si c'est pas parce qu'ils sont tous générés par intelligence artificielle. Ceci étant dit, si vous êtes à l'écoute, arrêtez de me contacter par courriel comme ça. Je ne réponds pas. Mais Tu tu vois, sais que vas-y, vas-y. j'ai une théorie un peu bizarre là-dessus. C'est, je pense que l'outreach va mourir. Il y en a trop, C'est-à-dire, sinon. tu sais, genre les emails de prospection, tous ces trucs-là, ça va mourir. Parce que, en fait, vu que ça va être complètement commoditisé par l'IA, plus personne va y prêter attention, tu vois. Ouais, C'est, on observe que, tu vois, ceux qui performent le mieux en outreach, c'est ceux qui font des messages personnalisés. Là, on a le maximum de personnalisation, tu vois. On, ouais, on a le max du max, tu vois. C'est vraiment, tu as analysé les données du mec et tu lui envoies un message ultra personnalisé. Si tu en reçois 300 par jour, tu seras désensibilisé. ouais. Et je pense que le delta d'optimisation par-dessus ça, ça va être chaud. Surtout que, en fait, avant, toi, si tu prends le avant-après Outreach avec GPT-4, c'est-à-dire que avant, il fallait quand même analyser la cible avec ton cerveau humain, il fallait écrire le message avec ton cerveau humain, faire des tests par rapport à ton message et ta cible, trouver, tu vois, tu avais vraiment du temps à faire. Que là, non, non, tu prends l'IA, une personne, analyse, bim, message ultra personnalisé, et ça, tu peux le faire 10 000 fois par jour. Alors qu'avant, pour envoyer 10 000 emails par jour, enfin, c'était pas possible en fait. Alors que là, c'est possible. Ouais, j'ai vu des. À un certain point, il y a des gens qui disaient pour faire des. Tu sais, je sais pas, peut-être il y a 20 ans, on recevait vachement de trucs par la poste. Tu sais, ton courrier, il y avait beaucoup de publicité. Après, ça allait diminuer parce que ça allait diminuer dans le courriel. Et ça faisait que ça aurait pu être meilleur après ça de recevoir un truc par la poste. Si tu envoies une lettre aujourd'hui à quelqu'un, je suis persuadé qu'il va l'ouvrir si tu écris son nom à la main dessus parce qu'on n'en reçoit pas des centaines. Mais comme tu dis, sur LinkedIn et par courriel, le problème, c'est qu'il y a vachement trop de outreach et il n'y a effectivement plus rien de
personnel. Un truc que j'avais vu aussi avec un genre de coach de consultant, là, c'était d'envoyer une vidéo personnalisée parce que là, du coup, euh, justement, c'est un peu un niveau de personnalisation au-dessus et tu ne pourras pas en faire 10 000 par jour, même avec GPT-4. Ouais, après, il y a des modèles qui commencent à sortir où justement ça imite un peu ta tête et tout. Ouais. Après, ça navigue pas sur le web à ta place. Typiquement, si tu fais une review de site web, ça le fait pas encore. Ouais, quoi qu'il y a moyen de truander, mais typiquement, là, on arriverait sur un cas où il faudrait que tu fasses un workflow spécifique pour analyser des sites web par rapport à une URL, par rapport à un truc. Et Ouais. là, ça demande quand même plus de boulot. Et tu peux pas en faire un SaaS typiquement. Bah, potentiellement, là, tu sais, avec la voix, je sais pas si tu as vu le Eleven Labs qui va. Je suis en train de travailler ma voix, mais ils sont pas encore sont très bons en anglais, c'est un peu moins bien en français et sont très nuls en québécois, donc ils sont pas capables d'imiter. Mon accent, ben, ça s'en vient. Ils ont sorti le multilangue même depuis que je suis abonné et potentiellement que je pourrais faire écrire des messages à GPT-4 et les faire lire à ma fausse voix. Je pense qu'en 2023, ça pourrait fonctionner. Peut-être là, avec la vidéo, je pourrais créer des fausses vidéos de moi sous peu à suivre. Ouais, mais il y a. Ouais, en anglais, ça marche bien. Il y a un mec qui s'est amusé à faire des podcasts de Joe Rogan, où Ouais, c'est Joe Rogan, Sam Altman et Joe Rogan, Donald Trump. Et ouais. ouais, Steve Jobs, même, il est mort, ah mais ouais, on ouais, peut quand ouais, il y même a eu voir un Steve Jobs podcast. aussi. Et ouais, c'est flippant, hein. Enfin, là, C'est un peu l'imitation. malaisant encore, personnellement, à écouter. Là. C'est pas hyper fluide. Je sais pas si j'en écouterais un pendant 1 heure, mais bon. Ouais. Ben, et bah, tu vois, typiquement, là, moi, par rapport à Prompt Machina, je suis vraiment en recherche de comment me positionner, tu sais, avoir un positionnement unique. Ouais, Et je pense que le truc qui va rester, ça va être ça. C'est vraiment le positionnement sur le marché. Et ouais, la marque, l'idée de la marque. Après, j'ai fait un podcast avec une personne qui s'appelle Flavien Charvet. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce non. podcast. Et en fait, justement, lui, il est spécialiste IA et créativité. Et oui, il a sorti son bouquin, je ne l'ai pas fini pour le moment. Et en fait, il explique que les LLM, c'est la première révolution IA dans la créativité. Et que la deuxième, en fait, alors, ça se trouve, j'ai pas exactement bien compris, mais le changement, ça va être une IA où en fait tu l'entraînes dans un environnement à faire quelque chose, à avoir un objectif. En fait, l'exemple, c'est AlphaGo Ouais, de Google, où en fait la première version, c'est-à-dire qu'on a pris tous les coups, tous les meilleurs coups de Go, on les a mis dans la machine et il joue avec les meilleurs coups de Go. Ok, ça c'est la première version. Et je crois qu'il était avec égalité avec les meilleurs joueurs de Go ou un truc comme ouais, ça. Enfin, c'était. Voilà, on ne savait pas trop. Après, en fait, ils ont changé de méthode d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, ils lui ont pas donné. Enfin, ils lui ont donné les règles du Go et ils lui ont dit il faut que tu gagnes. Et en fait, il s'est entraîné contre lui-même. Tu ouais, vois. Et ce qui s'est passé, il y a un coup qui est devenu légendaire, c'est le 37e coup contre Lee Sedol, donc le champion de Go. Où en fait, ce qui se passe, c'est que donc Lee Sedol, il part fumer. La machine, elle joue et elle fait un coup. Les commentateurs, ils regardent, ils se disent c'est complètement bizarre ce coup, c'est complètement en dehors des codes classiques, tu vois. ouais, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bizarre comment il a placé, nanana. Lee Sedol revient après avoir fumé sa clope, il s'assoit et en fait tu vois qu'il sourit en se disant ah bah c'est cool, il est l'IA con. a fait une erreur, c'est bon, je vais l'éclater. Et, euh, et en fait tu vois au fur et à mesure que sa tête il se met à se concentrer à mort parce qu'en fait, non. C'est qu'il a fait un coup, l'IA, que personne n'a jamais vu et qui est surpuissant, qui est au-delà de ce que l'humain, avec tout son passif, tout ce qu'on a appris, arrive à faire. Et donc, c'est là où l'IA peut rentrer dans une espèce de, de créativité qui est insoupçonnée par l'humain. Après, avant que l'IA arrive à
être plus performant que l'humain dans le jeu de la vie ou de l'entreprise, a priori, on a quand même un petit peu de temps parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu de Go, c'est un jeu avec un environnement qui est limité et qui est rationalisable, on va dire. Ouais. Alors que le monde réel, il est quand même beaucoup plus chaotique et moins facile à appréhender. Mais après, c'est très probable qu'une IA à terme soit capable de l'appréhender mieux qu'un humain. Mais ouais, pour jouer un peu l'avocat du diable, j'écoutais un podcast justement qui parlait de justement notre monde chaotique comparativement spécifiquement aux échecs ou à Go, au poker ou peu importe, où l'algo, l'IA est capable de jouer un nombre de parties pratiquement infini avec une loupe de rétroaction. Donc, à chaque fois, comme tu parles, AlphaGo qui a appris par lui-même à jouer à Go de manière, on peut dire, parfaite. Quoique, mini aparté, il a trouvé une manière de le battre d'une façon dernièrement, là, dans les derniers mois, euh, parce qu'il n'a pas compris les concepts, en fait. Il y a des concepts qu'il avait mal compris, donc il arrivait à l'entourer d'une façon que personne n'aurait jamais fait ça. En tout cas, je n'ai pas la référence exacte, mais je sais qu'ils ont trouvé un peu une façon out of the box de le battre. Ceci étant dit, il y avait une loupe de rétroaction presque infinie, ce qu'on ne pourrait pas nécessairement avoir en entreprise aujourd'hui parce que je ne pourrais pas créer 1 milliard d'entreprises et Ouais, apprendre de toutes mes erreurs et perdre de l'argent à chaque fois avec l'IA. Donc, dans un environnement justement très, très chaotique, un monde un peu euh, complexe, à voir où on va être capable d'aller, mais ça ne va pas être aussi rapide que les échecs ou liés. On pourrait, tu sais, même des gens ont accusé un petit peu, c'est presque du brute force, là, dans le sens que quand tu essaies pratiquement toutes les possibilités puis tu le fais jouer à l'infini, ben, il a joué un peu comme Deep Blue dans les années 90, il a pratiquement joué tous les coups possibles. Au Go, je sais que c'est pas nécessairement le cas parce qu'il y a vraiment beaucoup de coups, mais euh, on va encore pouvoir travailler quelques années sans se faire remplacer totalement par l'IA. ouais, ouais, non, bah, et je pense que là où on aura besoin encore d'intelligence humaine, c'est de comment tu conçois ces modèles pour que ton entreprise soit Ouais. soit compétitive sur le marché. C'est là où tu vas avoir. Différente. Parce que si tout le monde Ouais, prend les modèles sur la tablette et font la même chose que tout le monde, ben, tu vas avoir avec un résultat moyen et des gens qui vont utiliser les modèles de manière différente. Pour faire une ouais, autre analyse par rapport aux échecs, là, il y a des gens qui ont commencé à utiliser des stratégies parce que les échecs, c'est rendu un jeu qui est résolu. Des gens qui ont commencé à utiliser des stratégies qui sont sous-optimales, donc moins étudiées par les autres joueurs, donc qui deviennent plus optimales parce qu'elles sont moins utilisées. Donc, c'est un peu ce que ouais, les. je connais ça avec le poker. Je suis pas Ouais, mal. Tu as fait le poker, là, la GTO. Donc, la GTO, c'est en fait la Game Theory Optimal. C'est-à-dire ouais, qu'en fait, chaque situation a été résolue mathématiquement en 1v1. Maintenant, on a des modèles qui arrivent à battre les joueurs sur du multijoueur, parce que plus il y a de joueurs, plus c'est complexe. Et en fait, du coup, il y a eu un engouement pareil au poker. Par exemple, tu as une règle, c'est donc préflop, quand il n'y a pas de carte sur la table, tu relances deux trois blindes. ouais. Ok. Ça, c'est un concept, en gros, c'est une grande tendance qui fait que plus tu es agressif, plus tu génères d'argent à chacun de tes coups. Et en fait, il y a des mecs qui s'amusent à plutôt. Et tu as aussi une taille d'enchère optimale. Et en fait, tu as des mecs, du coup, qui s'amusent, plutôt que de mettre, par exemple, 2,5 blindes, en mettre 5. Tu vois. Ouais. Mais parce que, en fait, il n'y a personne qui a les maths. Toi qui connais la situation résolue de qu'est-ce que tu fais, avec quelle carte tu joues, avec cette personne-là qui va mettre 5 blindes. Tu vois, il y a personne qui connaît ce truc-là ou 4,95. Tu vois, c'est des codes qui sont complètement bizarres et personne ne comprend le jeu. Et du coup, tu vas, tu peux, toi, t'entraîner à résoudre ces situations-là pour après exploiter les autres dans les erreurs qu'ils vont faire pour leur faire générer des erreurs. Ouais, typiquement, j'ai joué beaucoup aux cartes aussi dans ma jeunesse, on peut en parler longtemps. Mais dans les années 2000,
même de 2008 à, je sais pas, 2018, tout le monde misait 50% du pot à Ouais. 80% du pot. C'était un peu les mises classiques. Voilà. Depuis que c'est solver, on va voir beaucoup de Un petites tiers, un mises, quart. des 1,5 fois le pot. Donc, on est rendu dans des extrêmes. Et si je ne me Et- trompe pas, c'était même venu des modèles. Quand ils jouaient Heads Up contre l'IA, il a commencé à faire des trucs genre 3 fois le pot, des trucs ou 10% du Overbet. pot, des trucs complètement fous. Ouais, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que en fait, euh, ils misent petit pour en fait donner la cote à l'autre de suivre avec le plus de cartes possible. Comme ça, en fait, il peut aussi dégager plus de valeur à la turn et encore plus de valeur à la river. Ouais, Et sinon, les overbets, la logique, c'est en fait des situations où, par exemple, le board typique à overbet, donc à miser plus que le pot au flop, c'est par exemple As-As-Roi tricolore. Non, avec deux couleurs sur le board. Parce que, en fait, du coup, dans ta main, soit tu as touché brelan, soit tu as top pair. Donc, bouton contre big blind, c'est la situation. Heads Up, Et ouais. en fait, quand tu es au Ou, bouton, ouais, donc là, Big Blind, tu check tout le temps, ouais. enfin vraiment ultra souvent parce que Ben, sur t'es- As-As-Roi, oui, tout le temps, mais oui, ouais. tu check ouais, allez, 99% du temps. Et bouton, en fait, c'est soit overbet avec le haut de ta range, donc enfin de tes mains, c'est-à-dire tous les as, peut-être pas, peut-être que tu check avec les plus faibles kickers, donc alors As-3, As-4, euh, tu mises overbet avec tes top pairs. Et sinon, tu vas mettre des overbets, mais avec vraiment des mains complètement nulles, c'est-à-dire 5 et 4 par exemple. Ouais. 5 et 4, tu vas faire un overbet en bluff. En fait, le but, c'est que tu vas mettre beaucoup d'overbet parce que tu n'as pas souvent de bonnes mains. Mais par contre, quand tu en as une, elle est extrêmement forte. Ouais. Et ça, en fait, les humains, il y a très peu d'humains qui avaient réussi à comprendre cette logique-là. Ah, pas du tout, même après des années, Si, alors, personne. il y a des traces de, de Heads Up. C'est le fameux Heads Up Tom Dwan contre Isildur One, Ah ouais, mais eux étaient où, fous. où ils étaient en high stake. Et vraiment, tu vois, tu as des mains, mais c'est des trucs de malade mentaux. Les mecs, ils envoient des. Attends, j'ai mon Siri qui s'active, je sais pas pourquoi. Ouais, ils mettent des overbets dans tous les sens. Et je crois que les matchs, c'est en 2009, 2010. À cette Ouais. époque-là, les solvers, c'était vraiment pas répandu. Et même à Il y en ces avait niveaux, il n'y en avait pas encore, je crois pas que le du plus haut, tout, je 2013, dirais même. 2014. Ben, en fait, en 2010, je ne pensais même pas que les ordinateurs étaient assez puissants pour calculer des. Peut-être pré-flop. Il y en avait pré-flop, je pense. Je pense qu'en 2010-2011, il y en avait pré-flop pour en tournoi 20 blinds et moins, un truc comme ça. Ouais, ouais, parce que c'est le plus simple à résoudre. Mais même là, maintenant, enfin, à 100 blindes, toutes les solutions, elles sont pas vraiment toutes optimales. Mais ouais, le poker, c'est trop intéressant. Mais je pense que les modèles qui arrivent à résoudre le jeu du poker, c'est potentiellement, j'imagine, les modèles qui seront le meilleurs dans la vie réelle. Parce que la vie réelle, c'est quand même tout le temps un jeu à somme, enfin, pas à somme nulle, mais à information incomplète. Ouais. Et du coup, tu es obligé de prendre des informations avec une rationalité limitée. Donc, Information incomplète, tes possibilités sont presque infinies au Texas, on donne nos limites, qu'est-ce que tu peux miser et il y a un peu le côté aléatoire ouais, la avec variance. les cartes, qu'est-ce qui peut, ouais, la variance, qu'est-ce qui peut sortir. Écoute, Charles, on va finir là-dessus. Si les gens veulent te contacter, comment ils peuvent le faire? Ouais, bah, LinkedIn, je poste à peu près tous les jours. Et sinon, je fais du contenu aussi sur YouTube et j'ai un podcast qui s'appelle AI Advantage, où justement, je reçois des personnes qui utilisent l'IA dans leur quotidien. Ben, super. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir et j'invite les auditeurs à te contacter et à te suivre sur LinkedIn. Ok, Merci. pareil, plaisir partagé. À plus. C'était l'épisode avec Charles Mouchou. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Les podcasts sortent tous les mercredis à chaque semaine. Donc, restez aux aguets.
Aussi, si vous avez envie de transformer votre entreprise grâce au pouvoir des modèles GPT, contactez-moi. Visitez le kebgpt.com pour plus de détails et prendre rendez-vous avec moi. Je vous dis bonne semaine et à la prochaine.